En piste pour le quart d'heure américain. Bonjour et bienvenue à vous dans cet épisode hors-série 11 du quart d'heure américain, hors-série consacré au film Les 7 de Chicago, écrit et réalisé par Aaron Sorkin. Film sorti en octobre 2020 sur Netflix. Et attention, épisode full spoil. Et pour parler de ce film, je suis accompagné d'Éléonore et de Sébastien. Bonjour à vous. Et salut Mike. Ça va ? Salut Mike. Ouais, c'est qui Parfait. nous raconte un peu le film là ? Ah bah moi je veux bien. Allez. Très bon film. C'est la reconstitution historique d'un procès long de 5 mois, un procès politique et un procès d'idées. Celui de 7 hommes activistes anticonformistes accusés d'avoir organisé des émeutes à Chicago lors de la Convention nationale démocrate de 1968. Ils sont accusés de conspiration et d'incitation à la révolte, et puis s'ajoute un 8e homme, Bobby Seale, le chef des Black Panthers. Alors moi j'ai beaucoup aimé, c'est un film militant qui nous rappelle des tas d'événements marquants de l'histoire de l'Amérique dans les années 60 et qui fait également résonance avec l'époque actuelle. On est en 1968 et donc le film s'ouvre sur une rétrospective de l'année 68, donc c'est-à-dire le militant Martin Luther King est assassiné à Memphis, le président Johnson déploie toujours plus d'unités américaines au Vietnam, des manifestations pacifistes fleurissent partout à travers le pays et dénonce la politique du président américain. Et ensuite, on a le Parti démocrate qui se tient à Chicago, qui tient sa convention nationale visant à désigner son candidat pour concourir à l'élection présidentielle. Donc en 68, la répression policière sur place est forte, on a des manifestations aux abords du Congrès. Et tout ça, c'est organisé par un assemblage d'associations pacifistes fortement opposées à l'implication de l'armée américaine au Vietnam. Oui, parce qu'effectivement, la guerre du Vietnam, c'est un peu le point commun de ces différents groupes de la jeunesse contestataire dont on va parler. Alors, ces 8 hommes viennent de différents horizons. Ça va des hippies à la gauche américaine étudiante, en passant par les opposants de la guerre du Vietnam et des Black Panthers. Donc, il y a 4 groupes mis en lumière. Il y a les leaders de la gauche américaine étudiante qui font partie du SDS. Attention l'accent. Students for a Democratic Society, mené par Rennie Davis et Tom Hayden. Donc là, il s'agit de jeunes démocrates qui croient au changement encore grâce à la politique, qui croient encore à la politique. Il y a aussi Lee Weiner et John Froines. Donc eux, ils ont enseigné aux manifestants la manière de faire des petits engins incendiaires. John Froines a un doctorat en chimie, donc il est doué en création d'engins incendiaires également, d'explosifs. Et, voilà. Il y a d'autres partisans aussi, comme Noam Chomsky, ainsi que la Beat Generation avec Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Et puis il y a les leaders des hippies. Donc le YIP, Youth International Party, mené par Jerry Rubin et Abby Hoffman. Mention spéciale pour Sacha Baron Cohen. On le connaît bien sous les traits de Borat, The Dictator, voilà. Ali G. Mais là, il est fort dans ce rôle. Hein. Et il Hoffman. est incroyable, il est magnifique. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Leader des hippies, ouais. C'est mon personnage préféré. Il se démarque totalement. Il incarne tellement bien les causes qu'il défend. Et j'ai vraiment été touchée par son charisme et ses joutes verbales. Il y a 2 scènes dans le film qui le montrent bien. Et la première, si tu veux bien lancer l'extrait, on va écouter. Bien sûr, $100 000, je crache pas dessus. Quand t'as tout annulé, Ça vaudrait combien? Quel est votre prix? pour arrêter la révolution, Quel est votre prix? ce serait ma vie. C'est pas beau ça. Le mec C'est magnifique. est prêt à payer de sa vie pour une cause. Mais c'est ça. Est-ce que ça existe encore de nos jours là ? C'est rare. Si, je pense. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour une cause qui leur semble juste et qui a du sens. C'est tellement magnifique. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Est-ce que ça existe ça ? Je me pose encore la question. Ces jours-là. Il y a donc le deuxième moment du film qui m'avait marqué aussi, c'est celui de l'interrogatoire avec Joseph Gordon-Levitt, donc le procureur Richard Schultz. Qui interroge. Et ben il interroge Abby Hoffman. On passe l'extrait. Avez-vous du mépris pour votre gouvernement? Je vous dirai, monsieur, qu'il n'est rien comparé à celui que mon gouvernement m'a montré. Nous avons reçu 27 témoignages sous serment qui s'accordent tous à dire que vous espériez
un affrontement avec la police. Que votre objectif à la convention, votre projet spécifique, était d'entraîner la police dans une confrontation violente. Si j'avais prévu qu'on m'exaucerait mon premier vœu, j'aurais mis la barre beaucoup plus haut que ça. C'est oui ou c'est non. En venant à Chicago, aviez-vous l'espoir de vous confronter aux forces de police? Si ça demande réflexion, c'est mauvais signe. Donne-moi un petit instant, frangin. C'est la première fois que je suis poursuivi pour mes pensées. Punchline. La phrase du film. La phrase du film, ouais. Non, c'est Ce clair. film-là, quoi. Bon, après, dans cet extrait, il y a un long silence, mais qui est effectivement long, mais qui est nécessaire. Oui. Justifié, ouais. Ouais, c'est vraiment justifié. C'est la mise en scène de Sorkin. Ouais. C'est huis clos là qui enferment les personnages dans leurs idées, leurs combats, les flashbacks aussi pendant le film des émeutes de 68 et tout. C'est particulièrement percutant et dérangeant par leur violence aussi. Ça nous rappelle malheureusement des choses qu'on a vues ces derniers mois aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, quoi. Mhm. Et Aaron Sorkin est spécialiste de ces choses-là, de faire des films. Enfin, il aime bien les faits réels, les procès. Il aime bien les trucs institutionnels. Il aime bien mettre, On dirait presque une reconstitution plus qu'un c'est film. ça. Il a été scénariste du film Social Network avec Jesse Eisenberg, c'est ça, réalisé par David Fincher, je crois, scénariste des Hommes d'honneur avec Tom Cruise et Demi Moore, et scénariste du biopic de Steve Jobs. Exact. Donc du coup, c'est vraiment des choses qui sont fortes, quoi. Il est dans son élément. Il est dans son élément. Quand il réalise ce film. Et c'est vrai ce que tu dis ça parce que j'ai aussi trouvé et c'est un film qui m'aurait pas tout de suite je serais pas allée spontanément vers ce film parce que il s'agit quand même d'un procès un peu comme un huis clos, effectivement, comme tu disais, et je trouve qu'il a réussi à faire en sorte que ce soit un moment passionnant. Ce film, il en a fait. On peut tout y trouver. On peut penser que c'est un documentaire, on peut penser que c'est une comédie, il y a du drame, c'est un film historique. Enfin, vraiment, il a mis toutes ces catégories de films dans un seul film. Et en filmant, en restituant en procès, quoi. Oui, puis il y a quand même des scènes tournées en extérieur. Et ce qui met du dynamisme à ce procès-là, c'est effectivement les flashbacks, quoi. Ouais. Les flashbacks qui rapportent un dynamisme au moment où le film pourrait avoir des creux, quoi. Et puis on a un casting 5 étoiles. Oui, alors le casting fait beaucoup, la distribution et l'interprétation des acteurs jouent beaucoup dans le succès de ce film-là, quoi. Sacha Baron Cohen qui est extraordinaire. On a Joseph Gordon-Levitt qui joue le rôle du procureur Schultz, qui je veux dire, tout ce cocktail d'acteurs là fait aussi que le film est génial, quoi. Ça s'imbrique super bien. Ouais, et il y a, comment il s'appelle, Abdul Mateen le 2, chef, qui joue Bobby Steele, le chef des Black voilà, Panthers. et ce rôle Spielberg, parce qu'on va parler un peu de la production après. Oui. Spielberg voulait l'attribuer à Will Smith, je crois. Oui, Au tout c'est début, ça. ouais. Au tout début, ouais. Donc ce film, de toute façon, il a été comment t'appelles ça, écrit, scripté en 2007. À l'époque, effectivement, c'est Steven Spielberg qui participait au développement du film. Donc à ce moment-là, Sacha Baron Cohen était déjà pressenti pour jouer le rôle de Abby Hoffman. Et Spielberg propose donc du coup Will Smith pour jouer le rôle de Bobby Seale et souhaite Heath Ledger, qui est malheureusement décédé d'une surdose médicamenteuse à New York en 2008, dans le rôle de Tom Hayden. Et mais effectivement, tu parlais tout à l'heure la grève des... Tu en as pas parlé, je crois pas. Non, c'était en off. En off, ouais. C'est C'est effectivement la grève des scénaristes qui met un terme pour l'instant. 2007, ouais, c'est ça. Entre 2007 et 2008, il suspend le projet et Aaron Sorkin continue de retravailler le script pendant ce temps-là, alors que Spielberg veut désormais des acteurs peu connus avec un budget assez resserré. Et donc là, il y a Paul Greengrass, c'est le réalisateur de Jason Bourne, et Ben Stiller qui sont annoncés comme réalisateur de ce film. Oui, c'est ça. Mais au final, en 2018, c'est Aaron Sorkin qui est désigné définitivement réalisateur des 7 de Chicago. En anglais, comme on appelle ça, Trial of Seven. The Trial of the Chicago 7. Ouais, pas Trial. Trial, ok. On est d'accord. bilingue. Et puis c'est à partir de ce moment-là, du coup, quand Aaron Sorkin est définitivement désigné réalisateur, que la distribution commence à être définitive et se met en place entre octobre 2018 et octobre 2019 avec la dernière arrivée de l'acteur, on en parlait tout à l'heure, Abdul Mateen 2,
C'est ça. dans le rôle de Bobby Seale. Oui, parce qu'en fait, donc, pour revenir juste au film, le troisième groupe mis en lumière, il y a également le leader anti-Vietnam, donc de MOB, Mobilization to End of the War in Vietnam. Waouh. Donc il s'appelle David Dellinger. Donc il voulait aussi profiter de l'exposition médiatique des primaires démocrates pour se rallier aux autres mouvements contestataires à Chicago et le faire sans violence. Et puis effectivement, on en a beaucoup parlé là, le chef des Black Panthers qui est le 8e homme, donc c'est Bobby Seale, qui fut jugé séparément lors du procès. Et Sorkin fait référence à vraiment un racisme d'État. Et on peut, je pense, parler du juge aussi, qui a un très bon rôle. Hein, Ah ouais, et qui est joué par Frank Langella, qui joue le rôle de Jack dans le Captain Fantastic, film dont on a traité dans un hors-série il y a quelques temps, qui joue le rôle du juge. Mais moi, à chaque fois qu'il prend la parole, j'ai envie de jeter ma télé. Ah, moi, j'ai envie de le baffer. Et j'ai envie de jeter ma télé et je me dis mais putain, il est d'une incompétence. Incompétence. Oui. Incompétence. Ça, c'est clair, et puis quoi. non mais C'est un fou, en fait, c'est un malade mental. Quand on pense que ça a vraiment existé, surtout, Mais c'est quoi. ça. Mais en fait, c'est une parodie de procès. C'est une parodie de procès. On voit clairement que le ministre de la Justice en 69 Ouais, est derrière tout ça. Oui, c'est lui qui tire les ficelles et c'est une manipulation- parodie de procès. quoi. L'instrumentalisation du juge, une instrumentalisation des jurés, tout est manipulé, même jusqu'au procureur qui a été désigné. Et même parce le qu'il est nouveau. le juge permet la violence physique Oui, sur Bobby Seale. Oui. Qui se lève à un moment donné, qui dit qui se révolte et on a Normal, l'extrait. oui, parce qu'il n'est pas représenté. Oui, mais passe-nous l'extrait. L'audience est suspendue pour une durée d'1 heure et reprendra... C'était un assassinat prémédité. C'est vrai. Fred Hampton s'est fait assassiner cette nuit. Messieurs du service d'ordre, Il maîtrisez n'était le pas code du- capable de tenir une arme. Quand ils publieront l'autopsie, posez-leur la question sur la blessure qu'il a eue à l'épaule. Je vous avertis instamment, monsieur Seale. Je vous avertis instamment. Ah, va te faire foutre instamment. Messieurs du service d'ordre, évacuez l'accusé et administrez-lui le traitement qui convient. Donc voilà, le traitement qui convient, c'est un passage à tabac en règle, quoi. Oui, plus un bâillon. Un bâillon, c'est avec ça, un ouais. mouchoir dans la bouche, un bâillon et enchaîné Au retour. dans le tribunal. Dans le tribunal, enchaîné aux pieds, aux mains. Ouais. Enfin, ça nous rappelle Beaucoup de choses actuelles. Beaucoup de choses. Puis Mais la sombre période de l'esclavage. C'est un des points aux forts, États-Unis. effectivement, ouais, comme tu dis, de ce film. Hein, c'est qu'il fait écho à l'actualité. Et c'est pas un hasard si le film est sorti en même temps que les élections Oui, je pense présidentielles que c'était un américaines. choix, Hein. ouais. Il y a des résonances vraiment par rapport à l'actualité. Et donc, sous l'ère Trump, quand il dit tu arrives à respirer, Bobby, can you breathe, Oui. effectivement, on peut penser aux George violences Floyd. policières de George Floyd le 25 mai dernier, tué étouffé par le genou d'un policier qui est resté sur son cou pendant plus de 8 minutes. Et tout ça pour une bagatelle de $20, quoi. Voilà, donc pour les Black Panthers, ça peut faire référence aussi au mouvement des Black Lives Matter, ouais, voilà, c'est ça. dont on a beaucoup entendu parler dernièrement. Et qu'on entend toujours malheureusement, Ouais. pas près de changer tout de suite aux États-Unis. Et l'autre grande force de ce film, c'est qu'en plus des joutes verbales et du côté pédagogique historique, il y a un fort côté émotionnel. On prend parti pour les 8, on a vraiment envie qu'ils s'en sortent. Et je sais pas vous, mais moi j'étais pleine de frustration comme eux, d'ailleurs, face à cette ignoble C'est instrumentalisation. exactement quoi. ça. C'était le sentiment que j'avais en moi pendant que je regardais ce film, c'était la frustration. Et t'avais envie de tout péter. Tu disais putain, mais ils arrivent pas à se faire entendre. On veut pas. Enfin, tout est instrumentalisé. Et t'étais tout le monde le injuste. sait. Et tout le monde le sait. Tout le monde laisse faire. Et puis c'est Les accusés. Tout ah le ouais, monde, ah ouais, tout non. le monde. Et C'est politique. Ouais, c'est un procès politique et instrumentalisé. Et moi, j'étais mais tellement, j'avais le ventre qui a. Et comme je disais tout à l'heure, j'avais envie de jeter ma télé par frustration, quoi. Franchement, vas-y, bouge, ferme ta gueule. Pardon, je suis désolé. Ah, non. et puis, putain, libère-les, quoi. Au lieu de jouer ton rôle de père la morale, là. C'est ça. Non, mais c'est Il vrai. est encore énervé. Ah, je suis énervé. Il est énervé. Voilà, Ça y est, nous il y a des l'avons choses qui- énervé. il y a des choses qui remontent Il y là. a des choses qui remontent. Ouais. Et donc,
Éléonore, tu Oui, voulais faire oui. référence à... En fait, à travers ce film, on peut voir qu'il y a une mise en garde sur la préservation de notre démocratie, clairement, et de notre liberté d'expression. Et c'est toujours la même chose, c'est bien de se souvenir de l'histoire avec un grand H et d'où l'on vient, tout pareil. Hein. Ah oui. Et puis, j'avais aussi envie de faire référence à des grandes femmes militantes qui ont également contribué à la lutte, comme Joséphine Baker, qui s'est engagée dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui aussi, à la fin de sa vie, a lutté contre le racisme aux côtés de Martin Luther King en 1963. Il y a également Rosa Parks, qui est la figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Donc c'est l'histoire de cette femme qui est restée dans le bus assise, voilà, et qui s'est fait arrêter. Et il y a un certain pasteur, Martin Luther King, qui s'est rallié à sa cause en lançant un boycott contre la compagnie de bus en question, Montgomery, pardon. Et j'avais aussi envie de citer Claudette Colvin, parce que c'est une jeune ado de 15 ans, beaucoup moins connue, mais qui avait déjà agi avant Rosa Parks, et que c'est elle, la première, qui était restée assise dans un bus, et qui avait refusé de céder sa place à une blanche, mais elle n'était pas assez représentative face à cette communauté, puisqu'elle n'avait pas les codes du catholicisme, etc. Donc elle était moins présentable en quelque sorte que Donc on l'a pas pris Rosa en référence. Parks. Exactement. Et est-ce que c'est un événement qui a eu écho aux États-Unis, celui de cette demoiselle de 15 ans? Non, puisque du coup c'est Rosa Parks qui a été la figure emblématique, qui a été choisie en quelque sorte. Et sachant que si l'on refusait de se soumettre aux lois ségrégationnistes, on pouvait avoir une amende colossale, être arrêté ou lynché par le Ku Klux Klan, c'était monnaie courante dans les années 50. Et aujourd'hui, on peut citer entre autres Alicia Garza, militante donc qui a confondé le mouvement Black Lives Matter, une activiste noire. Et voilà, donc j'avais aussi envie de parler un petit peu de ces femmes qui ne sont pas citées dans les sites de Chicago. Merci Éléonore, parce que c'est vraiment nécessaire, et tu fais partie de ces femmes qui font du bien à la société. Et Éléonore, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci Seb, et j'espère qu'on pourra t'écouter de plus en plus souvent dans le podcast. Yes. Grand plaisir. Dans la nuit américaine et les épisodes du quart. Super. Merci. On a toujours du plaisir. Bon, l'essentiel est là alors. Exactement. Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté cette hors-série du quart d'heure américain qui finit l'année en beauté. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la nuit américaine et les hors-séries du quart d'heure américain sur toute votre plateforme d'écoute préférée. On a hâte de vous retrouver pour l'année prochaine. Je vous l'annonce tout de suite, on a une liste de films impressionnante, des films de dingue quoi. Ah, une bonne sélection. Hein. On vous donne rendez-vous le 4 janvier. En attendant, toute l'équipe de la nuit américaine se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2021, en espérant que l'on pourra tous se faire des câlins et des bisous. Évidemment. Allez, bye et passez de bonnes fêtes de fin d'année et puis bonne année 2021. Oui, bonne année. Bye bye.